François Bontier, livre, atelier d'écriture. On est dans un cycle qui s'appelle Enfance. On est parti avec juste un prologue, se perdre, être perdu, le mot égaré. Et on est parti, ça, depuis le Grand Maune, justement pour, comme chez Dante, hein, on fait un peu de l'espace, on repousse là, le réel, ces ombres qui sont aussi hostiles. On sait, temps particulier d'automne 2023. Et puis ensuite, on a commencé avec cette première proposition la semaine dernière, juste à partir sur des portraits détachés, ces visages qui restent, qui traversent là, le temps sans rien perdre. Aujourd'hui, donc ce sera la deuxième proposition, je vais simplement partir d'un vers de Baudelaire. Oh, je ne suis pas allé chercher loin, c'est la série des spleens, on a tous ça par cœur dans la tête. Vous savez, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Et juste après, Baudelaire, alors on n'est pas dans un sonnet, mais on est dans une forme tout à fait étrange parce que on a deux grandes strophes. Il y en a plusieurs spleens comme ça. C'est-à-dire le suivant, je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche, mais etc. Mais celui qui précède est un sonnet, et là on a un vers seul, comme un vers orphelin. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, et aussitôt ces deux grandes strophes, une qui est sur le temps et la durée, la deuxième, rien n'égale en longueur les boiteuses journées quand sous les lourds flocons des neigeuses années, mais la première, il suffit que je le lise et ça va vous revenir d'un seul coup. Un gros meuble à tiroir encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune. On est chez Baudelaire, mais c'est ce premier vers, c'est-à-dire j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, blanc. Un gros meuble à tiroir encombré de bilans. Quoi ? Un gros meuble ? Ça fait de la poésie, ça ? Écrire un gros meuble ? En plus, il en rajoute. Un gros meuble à tiroir, au pluriel. On est plutôt dans de la menuiserie que dans de la poésie. Un gros meuble à tiroir encombré de bilans, mot encombré là qui fait un quart du vers, avant l'énumération de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romans. C'est-à-dire qu'il y a plein de figures de l'écriture, mais autant que d'objets avec de lourds cheveux roulés dans des quittances. C'est du bazar, c'est du bric-à-brac. Alors, on est dans une figure archétype, là, de l'enfance, à condition, oui, peut-être, de s'en tenir au geste. Le geste d'ouvrir, déballer. On verra chez Benjamin, même juste mettre la main sans pouvoir regarder. Et que ce qui surgit, c'est du fatras qui n'a de valeur que pour nous-mêmes, du fatras, donc il n'y a pas de relation entre les objets, les uns avec les autres. Ça peut être différent. Chez Nathalie Sarraute, la petite fille qui fait une collection de petits flacons de parfum qu'elle a récupérés. Où on va avec ça ? Figure archétype, ouais. Pensez à Annie Ernaux avec ses armoires vides. On n'en a pas chacun d'entre nous une armoire. Et vous savez que je suis parti pour ce cycle sur une symétrie qui m'avait frappé. Walter Benjamin, une enfance berlinoise, avec 32 items, 32 explorations fragmentaires, différentes, plus ou moins longues. La boîte à ouvrage. La boîte à ouvrage avec ses 2 étages, avec son petit dé à coudre, avec ses pelotes de fil, etc. Ça tient là, chez Benjamin, loin de 4 pages. Et dans la boîte à ouvrage, il y a les petits ciseaux de couture. Rappelez-vous, dans Enfance de Nathalie Sarraute, il y a 68 histoires séparées. Il y a ce moment où la grand-mère, la babouchka, là, qui est en fait la mère de sa belle-mère, elle est à coudre, il y a ce zoom là, tout près là, sur la couture, reprendre en broderie un ourlet. Et elle lui demande de lui passer les ciseaux dans la boîte à ouvrage, et elle lui tend les ciseaux en les attrapant, hop là, comme ça.
et non pas comme ça. Et tout d'un coup, juste sur ce jeu, on t'a pas appris chez ta mère que les ciseaux, on les tend comme ça rote, ça devient un abîme. Donc voilà, là, typiquement, la boîte à ouvrage devient l'équivalent du vers de Baudelaire, un gros meuble à tiroir. Alors chez Walter Benjamin, il se trouve qu'on en a au moins 4 figures comme ça. Chez Sarraute, au tout début, peut-être vous vous en souviendrez, parce que ces livres, enfance, plus là j'avance dans ce cycle, plus je le lis et j'y trouve, peut-être aussi justement pour ces questions, j'en avais déjà parlé, le fait de... j'ai laissé le Pléiade et je me le suis racheté d'occasion, alors il est jauni, un peu cassant, etc., mais de l'avoir en volume, c'est-à-dire pouvoir resituer les choses dans leur épaisseur. Bien, au tout début du livre, il y a cette poupée, recevoir cette poupée dans son carton, soulever le carton, déplier les papiers cellophane et extraire le geste, la poupée, et là, être confronté à cette infinie distance qui sépare l'enfant du jouet, distance qui permet la projection et l'imaginaire. Et tout à la fin, c'est très curieux parce que c'est l'avant-dernier texte. On a mis dans ma chambre une vieille commode achetée chez un brocanteur. Gros meuble à tiroir encombré de bilan. Ben non, une vieille commode achetée chez un brocanteur. Elle est vieille, elle est passée par plusieurs maisons, elle est passée par des transactions. Un brocanteur, c'est l'occasion, ce qui efface la trace. Elle est en bois sombre. Le mot sombre, il ne vient pas là par hasard, avec une épaisse plaque de marbre noir. Ceux de ma génération ont tous connu ça chez leurs grands-parents, des tiroirs ouverts. Tiens donc, encore les tiroirs de Baudelaire. Des tiroirs ouverts se dégage une forte odeur de renfermé, de moisi. Comme chez Baudelaire, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances. Le renfermé, le moisi, c'est-à-dire l'olfactif, la chaleur du bois, le froid du marbre, et puis là, on ouvre ces tiroirs, ils ont gardé l'odeur malgré le passage chez le brocanteur. Ils contiennent plusieurs énormes volumes reliés en carton recouverts d'un papier noir à vénule jaunâtre, et là, tout d'un coup, bam, l'espèce de projection au plus près, cette commode qu'on a achetée chez le brocanteur sont restées à l'intérieur des vieux bouquins. Le brocanteur considérait ça sans aucune valeur, et bon, vous savez, le reste de l'histoire, c'est qu'elle trouve Rocambole de Ponson du Terrail dans ses vieilles collections populaire fin du 19e, et puis il y a ce petit truc avec son père là, est-ce que c'est bien pour une jeune fille de lire des romans populaires et de la littérature sans valeur? Là on se retrouve chez Sarraute et je la laisse, mais pour moi c'est très étrange qu'avec l'ouverture du livre qui se fait par la poupée là, et le geste de la déballer, de la sortir, à la fin arrive, on n'a pas une bibliothèque, on a les bibliothèques, on l'aura, le rapport à la lecture, on l'a par exemple dans Les Voyages chez sa mère. Vous savez, la maman de Nathalie Sarraute, après son divorce, elle n'a pas de ressources. Ce qu'elle fera, elle commencera à écrire des contes pour enfants. C'est quelque chose très... Ces figures de l'écriture sont toujours présentes. Il y a un jeu de cartes aussi, comme un jeu des 7 familles, mais c'est le jeu des 4 écrivains. Tolstoï se demande Anna Karénine, etc., etc. C'est fascinant ce livre. Mais la commode, elle arrive là, tout à la fin, et on est dans le gros meuble à tiroir de Baudelaire. Alors, Walter Benjamin, mais vous voyez déjà le pays où on va. Et attention, là, maintenant, nous, on travaille sur 2 niveaux. On travaille en ce moment avec le mardi soir, des choses très, très techniques, très pointues, de syntaxe. Et là, pour moi, il y a un labo de recherche là, qui vient de s'ouvrir. Et je suis immensément content que pour ce cycle-là, en France, contrairement à d'autres cycles qu'on a pu faire, pousser la langue, où on était justement sur ces questions de narration et de syntaxe, avec, je me rappelle, Peter Hanke, par exemple, ou le cycle Prendre, où on travaillait sur des photographes, les peintres, Nan Goldin, ou Terence Simon. Là,
enfance, on va rester dans le très simple. C'est-à-dire qu'on peut faire confiance entièrement à l'objet dont on parle. Et si on reste dans cette simplicité, je pense que quelque chose pourrait se déplier par la simplicité même. C'est-à-dire, je ne vais pas donner de contraintes de style, de syntaxe, mais chantez-le, le vers de Baudelaire. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de verres, etc. Et relisez tout à la fin d'enfance ce passage sur la commode, ou au début du livre, le passage sur comment la poupée émerge. Mais elle émerge par le geste. Et pensez à cette question de geste. On va essayer, dans cette deuxième proposition, de partir du geste. Alors, Walter Benjamin, lui, on a donc 32 propositions d'enfance berlinoise. C'est que c'est toujours publié, puisqu'il s'agit d'un texte publié de façon posthume. C'est incroyable, mais c'est ce qui est aussi fascinant chez Walter Benjamin, avec les fragments de sens unique. Il n'y a rien qui rejoint les deux livres, sinon justement la construction par séquence et fragments. Sens unique va beaucoup plus loin dans l'aphoristique, vestiaire de masque, etc. Et enfance berlinoise, dans ces 32, par exemple, j'ai parlé des vieux livres trouvés dans la commode achetée chez le brocanteur qui clôt quasiment enfance de Nathalie Sarraute. Eh bien, pour Benjamin, on aura la bibliothèque de quartier, mais on aura surtout la bibliothèque de la classe à l'école. Et la question à chaque fois de la lecture, du dépli et de la mise en abîme des figures d'écriture du livre, évidemment, chez les deux, tiennent une place prépondérante. Alors, Benjamin, j'ai parlé de la boîte à ouvrage. C'est évidemment, là, typiquement, peut-être là, ce qui m'a amené à dire, tiens, et si on travaillait sur, là, gros meuble à tiroir encombré, la boîte à ouvrage. C'est-à-dire, c'est pas là où on a sa propre cachette. Attendez, il y a un livre que j'ai oublié de sortir. C'est un livre qui a été publié au Seuil, au départ. Ahmed Sefrioui, La boîte à merveille, roman. On est au Maroc, à Fès, et même si c'était publié au Seuil, maintenant c'est indisponible. Par contre, au Maroc, vous voyez, c'est devenu, là, c'est une édition librairie des écoles, avenue Hassan II, Casablanca, et c'était paru au Seuil en 1954, droit ensuite réservé pour le Maroc, et là-bas, c'est un livre qu'on a dans toutes les écoles, toutes les classes de collège, et moi j'avais découvert en 2013, quand on m'avait demandé de venir, là, ils ont un dispositif où c'est des personnes qui ont travaillé, beaucoup de femmes en particulier, et qui, même si c'est 30 ans, 40 ans ou plus, ont décidé de venir là renforcer les dispositifs scolaires. Et c'était génial de travailler avec cette boîte à merveille, là, dans ce dispositif, là où au contraire, on n'est pas dans la bourgeoisie de la famille de Walter Benjamin, on n'est pas dans cette complexité d'éclatement, recomposition d'enfance de Sarraute, mais on est dans un monde totalement traditionnel où la question de la propriété privée, la propriété personnelle, se recompose précisément en fonction, là, de ce qu'on a chacun de plus démuni. Et c'est ce qui rend formidable cette boîte à merveille de Sefrioui. Alors, Walter Benjamin, ben, il y en a au moins 4 figures comme ça. Alors, la première à surgir là dans les 32 séquences, mais ça fait moins d'une page, puisque là, il y a juste 2 petites lignes. C'est le garde-manger. Bon, même là, ceux de ma génération s'y retrouvent encore. Je revois très bien. C'est avant les années 60, mais en tout cas, j'en parle dans l'autobiographie des objets. Pour moi, tout ce truc, ça, comme ça, évidemment, on ne lance pas un cycle comme ça si on n'a pas des choses soi-même à régler. Là, je me souviens de la dernière discussion avec ma mère avant que Alzheimer rende ça totalement impossible. Qu'est-ce qui est venu le premier chez nous, la machine à laver ou le réfrigérateur? Et elle a eu du mal, mais on a pu démêler cette question. Il y avait beaucoup de questions aussi symboliques qui
qui émergeaient, y compris aussi de recomposition dans qui les vendait, où est-ce qu'on allait les chercher, etc. Avant, on avait ces gros garde-manger grillagés. Chez mes grands-parents, évidemment, ces choses-là, on les gardait. Et je me souviens aussi des CTU, un peu plus tard, où chacun avait son petit pochon accroché à la fenêtre avec les petits suppléments de bouffe. Donc garde-manger pour Benjamin, là, on peut y accéder qu'en glissant la main, et c'est au toucher qu'on reconnaît de quoi il s'agit et qu'on va pouvoir chaparder un petit peu de ces choses si précieuses, mais s'il s'agit d'un petit peu de confiture ou de fromage, excusez-moi. Mais vous voyez, cette question du geste, comme elle peut devenir première par rapport à ce qui vient là du corps, puisque ce qui est séparé pour la conservation, mis là dans un lieu plus frais ou à l'ombre, c'est précisément, hop là, comment on glisse la main pour extraire et remettre. Il y a ça aussi chez Sarraute, pour rappeler peut-être un moment, la compagne de son père, Vera, refuse de lui acheter des bonbons en passant devant la confiserie, elle chaparde un petit truc de dragée, le met là dans sa poche, et puis évidemment il y a la vendeuse qui a vu, qui surgit, etc. Il faut ressortir ce petit truc, le passer là, par l'ourlet, la fermeture de la poche, et puis redonner le petit paquet de dragée. Là encore, le geste est quasiment premier avec la relation au corps, par rapport simplement dans Rabelais, dragées perlées de diverses couleurs, etc. Alors, deuxième figure chez Walter Benjamin, dans son enfance berlinoise, je vous répète, c'est la question de comment on trie, comment on avance, comment ça nous aide, comment la magie d'un tel livre. C'est pas de nous renseigner sur l'enfance de Walter Benjamin. Et lui-même n'y accorde rien. En même temps, il est dans l'écho de Proust, il est dans comment la lecture de Proust travaille en lui-même des zones oubliées qui vont réémerger. Et enfance berlinoise et sens unique, je pense que si c'est si fort comme livre, c'est parce qu'à leur tour, comme une espèce de principe de double échappement en mécanique, nous-mêmes, on voit ressurgir de ces figures qui n'appartiennent qu'à nous. Qui ne nous renseignent pas sur lui, ou du moins on ne cherche pas à les appliquer à lui, ou à la ville de Berlin, ou à ce monde de bourgeoisie qui va bientôt se dissoudre avec les grands chocs évidemment de l'hitlérisme. Mais la boîte de lecture. Alors, la boîte de lecture, alors là, je vous le mets dans le petit document traditionnellement à télécharger, sauf si vous avez le livre chez vous. Évidemment, je suppose que c'est le cas d'une bonne partie. Boîte de lecture, c'est ce qu'il décrit, mais peu importe ce qu'il décrit. Ce qu'il nous décrit, c'est qu'effectivement, là, dans un petit coffret de bois, comme on avait ça, si ouvragé, avec ouverture à glissière, et puis une décoration sur le dessus, bien à l'intérieur, des lettres, et que ces lettres-là, séparées, on pouvait les combiner sur des tringles et fabriquer des mots, et que c'était un jeu, mais intermédiaire. Alors il y a des rayons maintenant, comme ça, même dans les librairies, les jeux éducatifs. Mais là c'est tout simple, c'est comment cette magie de fabriquer des mots avec des lettres, tout simplement parce qu'on manipule des petits carrés de bois et qu'on les insère là sur des supports et des tringles. Mais c'est aussi la première histoire de l'imprimerie qui se joue là. Donc là, avec la boîte de lecture de l'enfant Walter Benjamin, on a cette première figure, là, très différente du garde-manger, puisqu'il s'agit de mise en abîme déjà de l'écriture, et il s'agit là aussi de ce mystère du geste qui est que la boîte de lecture, si on la prend, ça dispose d'un certain poids, c'est une certaine matière. Si on la secoue, on a mémoire aussi du bruit. Et si on enlève, rappelez-nous, vous, ces vieux plumiers qu'on avait, ceux de ma génération, excusez-moi, je devrais mieux faire attention à ça, mais ce ne sera pas toujours. Et là, ce couvercle qu'on ouvre avec sa glissière, et dedans, c'est les lettres dont on se saisit, et miracle, en les recombinant dans les tringles, ça va faire des mots. Alors, boîte à lecture, on a là déjà une de ces figures. Baudelaire, un gros meuble à tiroir encombré. Non, c'est pas un gros meuble, c'est une boîte. Continue.
et fanfare. Roman d'aventure, comme le Rocambole de Nathalie Sarraute, encore une petite passerelle. Bibliothèque des élèves, là, ces passages, peut-être qu'on reviendra là-dedans. Un fantôme, le pupitre, et là encore, le pupitre, c'est pas l'histoire de tenir le livre à l'horizontale. On a ça dans Sens unique, le fait que les moines copistes travaillaient à l'oblique, qu'ensuite le livre et l'écriture s'est mis à plat, mais qu'avec les écrans et les publicités, ou la presse, on les redresse à la verticale. Il y a un texte fabuleux de 1927 là-dessus, c'est pas ça dont je parle. Là, le pupitre, c'est que, c'est peut-être des questions de traduction, j'ai pas approfondi, mais c'est ces espèces de petites tables à écrire, et on lève le couvercle avec charnière, et dedans, on a ces premières caches. Alors pourquoi ça joue là, on n'est pas dans le pupitre d'écolier, bien, c'est la myopie. Vous savez, comme dit Rouault, le monde à peu près. On a découvert que l'enfant était myope, et Benjamin était sacrément myope. Je parle en connaissance de cause sur ce que c'est. Le médecin découvrit que j'étais myope, point. Il me prescrivit non seulement des lunettes, mais aussi un pupitre. Il était construit de manière, etc. Pareil, je le mets dans le petit fichier à télécharger. C'est-à-dire simplement, si vous êtes à table et que vous lisez, c'est difficile, ou écrire. Par contre, s'il y a ce petit rehausseur là à l'oblique et que vous pouvez écrire de plus près, lire de plus près, évidemment, la myopie n'entraînera pas de handicap pour la lecture et l'écriture. Mais simplement, pour l'enfant, le pupitre près de la fenêtre devint bientôt ma place favorite. La petite armoire, alors là encore, je n'entre pas dans les trucs de traduction, qui était cachée sous son siège, contenait non seulement les livres que j'utilisais à l'école, oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est une petite table d'écolier. En fait. Et donc il y a bien ce truc à l'oblique devant, mais là où vous êtes assis avec un dossier, bah, sous les fesses, là, il y a un petit casier. Et c'est sous ses fesses qu'il y a ce casier où il va cacher, quoi, avec un fort crochet sur le flanc du pupitre, était accroché avec le panier du petit déjeuner, non seulement mon cartable, mais aussi, etc., etc. Et bien dedans, c'est les feuilles, les petits rubans, les buvards, et il y a le mot abri. Le pupitre avait une certaine ressemblance avec le banc d'école, mais avec cet avantage que j'y étais à l'abri et que j'avais de la place pour des choses dont le banc d'école ne veut rien savoir. Le pupitre et moi faisions corps contre lui. À peine, etc., etc. C'est un texte beaucoup plus long là que boîte de lecture. Il parle, c'est dans cet édifice que je commençais, doit et avoir, et deux villes, des livres là de Gustav Freytag, les deux villes, allusion probable, Tale of Two Cities de Dickens. Je recherchais le moment le plus tranquille de la journée, j'ouvrais la première page, donc là encore, ce qu'on cache, c'est les livres aussi, comme enjeu là, du voyage intérieur et de solitude. Qu'est-ce que j'ai oublié? Vous le lirez de toute façon, puisque vous n'avez qu'à le télécharger. Et puis, donc, troisième figure, armoire au pluriel. Alors, armoire, bizarrement, on n'a pas de figure là, liée à lecture-écriture, mais dans ces grandes armoires qui est autre. Maintenant, on a des placards, c'est différent. Et dans les placards, c'est encastré, c'est conçu. On a des pièces dans les apparts on est des dressings, parce qu'on ne sait pas dire ça autrement. Mais cet héritage de l'armoire mobile qui vient même des coffres du monde médiéval ou Renaissance, parce qu'on se transportait sans cesse d'un logis à l'autre. Et comment ces armoires passaient par héritage. Je ne veux pas faire de ce genre de baratin qui nous importe pas, mais là, on a beaucoup plus les armoires vides d'Annie Ernaux que nos placards contemporains. N'empêche que où on cache les choses. Et là, cette idée de la cachette, dans Benjamin, ça va pas, j'allais dire, ça va pas très loin. Mais si, justement, parce que justement, c'est cette question du geste. C'est quoi l'armoire? Il y a ces espèces de chaussettes. Les chaussettes, vous en pliez une en deux, et puis l'autre, vous la retournez à moitié, vous glissez la deuxième dans la première. C'est tout. Et on va pas faire un atelier d'écriture sur les chaussettes quand même. Eh oui, mais qu'est-ce qu'il fait Benjamin? L'enfant met sa main là,
Et tout d'un coup, la main devient un monde, elle devient une marionnette, elle a chaud, il y a contact, et puis la main s'est glissée dans une masse pour retrouver sa cachette à l'intérieur de la masse. Bon, c'est la magie du texte de Benjamin. Allez, je vous mets les trois. Et pour moi, ça suffit. Je vous mets pas boîte à ouvrage. Boîte à ouvrage, par contre, je vais juste en tirer le titre, parce que c'est là que vient cette expression. Attendez que je la retrouve. Ah tiens, les cordes à linge. Il y aurait de quoi faire avec les cordes à linge. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à ouvrage? Bien, il y a l'espèce de papier qui sert de doublure, gros papier bleu. Il y a les aiguilles fines et les ciseaux dont j'ai parlé. Et puis, il y a aussi des boutons, des agrafes et des œillets. Il y a des bouts de soie. Et ce papier qui cédait avec un léger craquement, la voix à l'aiguille, je cédais à la tentation, etc., etc. Je crois que c'est dans Armoire, juste avant, qu'il y a juste ça. Ainsi croissait et se métamorphosait l'avoir de l'enfance dans les tiroirs. L'avoir de l'enfance dans les tiroirs. L'avoir de l'enfance. Elle apostrophe avoir. Elle a quoi, l'enfance? Sinon, justement, ces toutes petites merveilles comme les flacons vides de l'enfant Nathalie Sarraute. Ainsi croissait et se métamorphosait l'avoir de l'enfance dans les tiroirs, virgule, les coffres et les boîtes. Dans les tiroirs, les coffres et les boîtes. Là, on est dans l'armoire. La boîte à ouvrage, c'est une petite armoire mobile. Eh bien, évidemment, on a appris à lire, nous, Baudelaire, à le lire autrement ou différemment, grâce à Walter Benjamin. Mais là, tout d'un coup, Baudelaire, un gros meuble à tiroir. Quand notre Walter Benjamin parle, lui, là, de tiroirs, de coffres et de boîtes, est-ce qu'on n'a pas, nous, quelque chose à aller chercher? On va inventorier les coffres, les tiroirs, les boîtes, et on va se concentrer sur le geste qui ouvre, le geste qui se saisit, les perceptions tactiles avant même d'être visuelles et olfactives. Et bien sûr, on va trouver ce qu'il y a là, dans la petite enclosure matérielle. Et c'est ça, l'enfance. Et là encore, ça a l'air tout simple, mais si vous saviez la violence simple, que je dois exercer sur moi-même pour que ce soit cette simplicité que je mets en partage et que je vous propose comme appel. Et lisez ce passage de Walter Benjamin avec l'avoir de l'enfance. Ainsi croissait et se métamorphosait l'avoir de l'enfance dans les coffres, tiroirs et boîtes. Je suis sûr qu'on va faire un beau voyage cette semaine.